Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci donc à Rémi Chapoli pour cette invitation. Merci à vous aussi d'être là. Merci de votre présence et intérêt. Comme l'indique le titre, ma présentation aborde donc un thème qui a toujours éveillé l'intérêt des spécialistes et qui a fasciné le grand public. Il s'agit donc des géoglyphes tracés sur les pampas du territoire désertique péruvien. Donc, quand on parle des géoglyphes, on pense automatiquement aux géoglyphes Nazca, comme vient de le présenter donc mon collègue, le professeur Luis Jaime Castillo. On pense en particulier à ces grandes figures d'animaux, à ces motifs géométriques, aux vastes terrains dégagés sous forme de trapèzes, à ces lignes de plusieurs kilomètres qui s'étirent tout droit à travers le paysage et parfois même traversant les montagnes. Mais aujourd'hui, j'aborderai les géoglyphes Paracas en insistant sur ceux découverts dans le cadre de notre programme archéologique Animas Altas Ica Pérou. Je commencerai donc par une présentation sur la culture Paracas, suivi d'un bref résumé de ce que représentait à cette époque-là le complexe archéologique Animas Altas, Animas Bajas, sachant que les géoglyphes ont une relation directe avec la zone monumentale d'Animas, ainsi qu'avec son territoire et sa géographie sacrée. Pour aborder ensuite une question importante qui demeure au cœur du débat: pourquoi a-t-on tracé ces géoglyphes, ces figures, et quel était leur sens et leur fonction? À ces questions, on s'intéressera donc à leur contexte culturel, général et spécifique, c'est-à-dire que je vais parler un petit peu de la culture Paracas, mais aussi du centre politico-cérémoniel Animas Altas, Animas Bajas. On s'intéressera aussi à leur construction, même si Luis Jaime en a donc largement parlé, leur support, le matériel qui leur est associé et surtout leur orientation. C'est-à-dire que la méthodologie pour comprendre la fonction des géoglyphes, elle est vraiment très simple, c'est de s'intéresser à tous ces éléments. Donc il me paraît important de présenter leur contexte général pour répondre à une première question. Mais qui étaient les auteurs des géoglyphes? Donc, et en particulier donc, les géoglyphes que nous avons prospectés dans la section basse de la vallée d'Ica. Mentionner la culture Paracas évoque l'originalité bien sûr technique, esthétique de splendides textiles polychromes et une céramique d'une grande finesse. Mais on oublie souvent de parler de l'architecture Paracas. Donc, les Paracas furent aussi d'ingénieux architectes utilisant des matériaux simples comme des adobes, des blocs d'argile et aussi même des remblais, que certains pensent que ce sont des déchets. Ils ont bâti donc des pyramides, des plateformes et des temples. Ils ont également, évidemment, laissé des géoglyphes qui sont antérieurs aux fameux géoglyphes Nazca. Une autre manifestation caractéristique des Paracas fut l'exercice de la médecine dans la trépanation crânienne, comme on peut les voir sur ces images. Ils pratiquaient également les déformations crâniennes. Mais la question qui se pose, mais pourquoi parler de l'architecture Paracas? En s'intéressant donc à leur contexte culturel, on observe donc qu'on est face à une manifestation inventée par des populations qui maîtrisaient des constructions monumentales comme des pyramides et des canaux d'irrigation. Les Paracas n'étaient pas uniquement, comme on a tendance à le dire, que de simples artisans qui excellent dans la fabrication des céramiques et des textiles, c'était aussi des bâtisseurs, des ingénieurs et des architectes. Et je pense donc la même chose pour les Nazca. Hein. On va s'intéresser maintenant à un contexte plus spécifique qui est le complexe archéologique Animas Altas, Animas Bajas. Il faut savoir donc que ces géoglyphes n'ont pas été construits dans des lieux isolés, comme pourrait le faire supposer le terme désert. Ils jouxtent donc la vallée d'Ica et sont en lien avec un des établissements Paracas majeurs de la vallée d'Ica
et d'autres sites qui ont été prospectés dans le cadre de notre programme. Donc les géoglyphes qui ont été tracés dans les pampas qui encadrent la section de la Basse Validika font partie du territoire du complexe archéologique et du site de Animas, que je vais présenter ici brièvement. Donc le complexe archéologique d'Animas Altas, Animas Bajas est situé dans la section basse de la Validika, à une 50aine de kilomètres de la ville de Ica. Il s'étend dans une pampa qui s'appelle la Pampa del Cacique, c'est-à-dire du chef, ou d'un personnage important, Cacique, sur plus de 90 hectares. Il comprend une centaine de monticules qui sont de prime abord naturels, mais qui en réalité abritent des édifices. Les fouilles ont mis au jour donc des structures pyramidales et des tombes des dignitaires aux murs gravés de frises, des plateformes, des terrasses, des pièces associées donc à une quantité importante d'artefacts, comme on peut les voir sur ces images, qui sont liés à des activités domestiques ou de production. Et donc, on pense que Animas Altas, Animas Bajas constitue en fait un centre politico-cérémoniel résidentiel, en d'autres termes, une ancienne ville andine. Donc, en s'intéressant au contexte des géoglyphes, à l'échelle du site, on observe que la culture matérielle des Paracas témoigne bien d'une organisation sociale et politique complexe qui permettait aux dirigeants de mobiliser un nombre important de personnes pour construire ces géoglyphes, mais aussi pour participer à des rituels, et ce sur plusieurs siècles. Donc la complexité des géoglyphes, elle est plus dans cet aspect politico-religieux que dans leur construction. Enfin, à mon sens, ou du moins pour les géoglyphes Paracas. Alors, je vais présenter brièvement donc, les géoglyphes Paracas, en général. Sur la côte sud du Pérou, les géoglyphes les plus anciens sont ceux assignés, ce qu'on appelle dans notre jargon d'américaniste ou andiniste, l'horizon ancien, donc attribué à la culture Paracas. Leurs dimensions sont beaucoup moins imposantes que ceux de Nazca, bien sûr. On a des géoglyphes qui font pas plus de 10 mètres de longueur, par exemple, jusqu'à 30. Ils sont généralement situés sur les flancs des collines. Donc, il s'agit donc de figures anthropomorphes, donc cette image que vous avez vue tout à l'heure, semblables à celles qui apparaissent donc dans les textiles, les céramiques et aussi l'art rupestre. Donc, le plus connu, les géoglyphes les plus connus, c'est ce qu'a présenté Luis Jaime, sont tracés sur le flanc des collines de ce qu'on appelle la colline de Lipata. La plus grande figure représente l'être aux grands yeux circulaires, Ser Oculado, qu'on nomme comme ça, donc les ondinistes appellent cette figure Ser Oculado, donc figure emblématique des Paracas, qu'on retrouve aussi sur des céramiques. D'autres moins connus ont été gravés sur Cerro Lechuza, dans la péninsule de Paracas, et à Cerro Pico, dans la vallée de Ica, comme je l'ai présenté ici sur cette carte-là. Alors, ces géoglyphes semblent avoir la même fonction que ceux découverts à Nazca sur les flancs des collines. Ils se voient uniquement d'une certaine distance. On ne peut pas les parcourir, évidemment. Ce que visaient donc les constructeurs, donc dans ce cas, c'est un aspect visuel destiné à des hommes. Ils fonctionnent en quelque sorte comme des panneaux publicitaires destinés à ceux qui parcourent les pampas. Donc, je pense que Luis Jaime aussi il a détaillé ce point-là. Et pour plus d'informations sur ces géoglyphes, pour ne pas m'étaler sur des travaux qui ont été donc publiés en détail. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à lire les travaux de mes collègues, donc Robin Garcia, Johnny Isla, et en ligne, vous pouvez trouver aussi pas mal de figures qui ont été donc prises. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de drone encore, on n'utilisait pas le drone, par un pilote, vraiment, Eduardo Herran, qui a vraiment pris en photo avec son petit avion toutes ces lignes et ces géoglyphes. Mais il y a aussi, donc là,
ces géoglyphes, donc je présente cette figure parce qu'il ressemble à ce personnage qu'on appelle le pêcheur ou l'astronaute ou l'extraterrestre, enfin bon, qui est donc dans la vallée de Nazca. Donc, il y a d'autres géoglyphes Paracas qui ont été aussi découverts dans la région de Chincha, une vallée beaucoup plus, donc, plus au nord de la vallée des Ica. Par des archéologues travaillant dans cette région, dans la Pampa, encadrant un site qu'on appelle Cerro Gentil. Je pense aux contributions donc, de Luis Lambreras, José Canciani, Charles Stanisch, Henri Tantalian et Larry Coben. D'après ces derniers, ils fonctionnent comme des lieux de rencontres, d'échanges, de produits ou de rituels. Alors, je vais passer donc aux géoglyphes découverts dans le cadre de notre programme archéologique. Donc, les géoglyphes que nous avons prospectés, documentés, donc, se trouvent dans les pampas qui flanquent les deux marges de la section basse de la vallée d'Ica, au nord et au sud du complexe archéologique Animas Altas, Animas Bajas. Donc, ce paysage est traversé par Rio Ica et dominé d'est en ouest par des vallées oasis et aussi par des vallées agricoles, des pampas arides et des promontoires peu élevés qu'on appelle des tablassos ou des plateaux. Donc, il se concentre en particulier dans une pampa qu'on appelle Pampa de los Pescadores, des pêcheurs, Tomaluz, Pampa Alto Aviria, Oyuhaya, Zamaca. Il s'agit d'un territoire qui est dominé, et ça c'est très important, par une colline désignée de Cerro Bruja. C'est une grande colline, donc on appelle Cerro la Bruja. D'autres se trouvent à l'est, dans les pampas, dominés par une colline au cerro nommé Lomo Largo, formant de vastes zones de transition. Donc cette région-là, elle forme donc une vaste zone de transition entre deux régions importantes. Donc, on a d'un côté la basse vallée d'Ica, qui est de ce côté-là qu'on voit sur la carte, et Palpa, sachant que la vallée d'Ica est le domaine des Paracas et Palpa, situé dans le bassin de Rio Grande, de Nazca, domaine d'un groupe, un autre groupe Paracas, mais aussi par la suite par les Nazca. Donc, on va s'intéresser à leur typologie. Là, c'est une carte pour mieux situer donc Palpa. On va s'intéresser aussi à leur typologie. Nous avons donc prospecté donc des géoglyphes qui apparaissent sous forme de lignes de 100 mètres à plusieurs kilomètres de long. Donc, le plus grand géoglyphe va jusqu'à 6 kilomètres. On a des champs dégagés qu'on appelle campos barridos. On a très rarement des géoglyphes sous forme de figures. Et lors de nos prospections, on a découvert aussi des amas de pierres laissés sur place par les bâtisseurs. C'est-à-dire, on a le même système de construction que les constructions des géoglyphes Nazca. On observe aussi que ces géoglyphes, spécialement de cette région-là, sont souvent associés à des structures qu'on appelait paravientos, abrigos, donc des abris, qu'on peut voir ici. Alors, leur construction n'est pas très différente de celle de Nazca. Le sol, donc gypseux et clair de la Pampa, a été libéré de cailloux sombres. Il s'agit soit d'espaces nettoyés, de tout obstacle, délimités donc par des bordures en pierre, soit des grandes lignes formées par des pierres donc entassées qui s'étirent donc sous forme de lignes dans le désert. Et leur orientation, ce qui est intéressant, c'est que correspond toujours au même axe. En ce qui concerne cette section de la vallée, est-ouest, on a un seul géoglyphe qui se distingue par son orientation nord-sud. Donc, le choix des pampas où ont été dessinés les géoglyphes s'explique. Donc, on va s'intéresser maintenant à leur support, à leur situation. Ont été dessinés, donc s'explique d'une part par leur côté pratique, parce qu'on a des grands terrains où on peut vraiment s'étendre pour donc exprimer ses dessins, son art, etc. Mais aussi, il y a un élément important qui est leur caractère sacré
et leur emplacement stratégique. Et d'autre part, par l'importance de ressources économiques. Souvent, on parle de la fonction rituelle, religieuse, mais on oublie la fonction politique et économique de ces territoires qui jouent un rôle important. Donc leur chronologie, donc là par exemple on a des éléments qui nous indiquent que les Pampas, à côté de ces géoglyphes, on a par exemple des minerais, des argiles pour l'architecture, pour la confection et la fabrication donc des matières colorantes pour les céramiques, etc. Donc, tous ces éléments, évidemment, on les découvre dans des contextes archéologiques sur le site de Animas Altas, d'où donc la relation de ces géoglyphes avec ce site. Parler de la chronologie des géoglyphes, c'est très difficile. Évidemment, leur appartenance à la période Paracas est justifiée par la présence de tessons de céramique Paracas, mais quand on découvre un tesson sur un géoglyphe, il nous indique simplement le moment où a été utilisé le géoglyphe et pas sa construction. Mais ça nous permet quand même de dire qu'il y a quand même ces géoglyphes ont une relation avec les Paracas, mais aussi avec leur association à des sites Paracas. C'est-à-dire que ces géoglyphes s'orientent vers les sites Paracas. Donc c'est pour cette raison qu'on peut dire vraiment que c'est des géoglyphes qui ont été tracés à l'époque Paracas. Et puis, on s'est intéressé aussi à leur situation et on a donc observé que certains géoglyphes pointent vers des chemins naturels qui sont praticables et qui facilitent l'accès à Animas, comme par exemple nous avons ici le géoglyphe de Lomo Largo. Donc, la question principale, la fonction de ces géoglyphes. On aborde souvent la part rituelle des géoglyphes, qui est certes très présente. Parfois, on mentionne leur côté pratique et fonctionnel en les définissant de chemins ou de repères qui guident les transhumants et les caravaniers sans doute de lamas, mais on évoque rarement leur dimension politique et territoriale. L'analyse des géoglyphes découverts et documentés dans le cadre de notre programme archéologique Animas Altas nous donne des pistes intéressantes sur le rôle des géoglyphes de la vallée d'Ica en particulier, et il ouvre des pistes donc de réflexion sur d'autres géoglyphes. Donc l'étude de la localisation, du support, de l'orientation de ces géoglyphes donc permet de reconnaître 3 groupes dans la région où nous avons travaillé. Donc, on a un premier groupe qu'on a appelé les lignes du groupe de Cerro La Bruja. Donc, c'est des lignes qui ne dépassent pas 300 à 400 donc, mètres de longueur, sont orientées d'une part vers les collines, des établissements, des cimetières, et d'autre part vers la vallée et la rivière. Donc, il y a une connexion donc, de ces éléments. Donc, je voudrais ici souligner le caractère local du territoire sur lequel ont été tracés ces géoglyphes, celui du bassin de Cayango et d'Animas. Là, on est vraiment dans cette région-là où il y a ce site important. Après, on a aussi un autre groupe qu'on a appelé les géoglyphes de Tres Piramides, parce qu'on a des collines qui constituent 3 pyramides, mais naturelles, évidemment, sont situées dans une zone de transition entre 2 bassins. Donc, le bassin de Samaka et le bassin de Cayango, ce qui renvoie à un territoire interbassin. Donc là, on a un territoire qui sort du territoire de Cayango et qui va dans un autre bassin. Et ce qui est très intéressant, c'est ces géoglyphes-là, le groupe de Lomo Largo, dont les géoglyphes sont situés dans une zone de transition entre Ica et Nazca, et dont le plus grand géoglyphe, ce géoglyphe-là, qui mesure plus de 6 km, souligne le caractère interrégional du territoire dans lequel se trouvent ces géoglyphes, c'est-à-dire qu'ils sont dans une pampa qui connecte 2 centres ou 2 pôles politico-religieux importants, les Paracas de Animas Altas de la vallée d'Ica et les Paracas de la région de Palpa. Alors, bon, on a une hypothèse qui se profile,
Et donc, on a ainsi, donc, je pense que une des principales fonctions des géoglyphes est l'articulation et la connexion des différents segments de territoire séparés par des étendues de terre, de sable et de roches qui sont les pampas. Hein. À une échelle locale, donc, les géoglyphes relient des lieux sacrés, donc des wakas, des apus, aux sites et aux établissements principaux, majoritairement donc Paracas. Et sur un plan régional, ils articulent donc les principaux centres politico-religieux, administratifs, pôles de pouvoir majeurs ancrés donc dans la vallée, dans les vallées oasis. Il faut aussi souligner le caractère, on n'a pas le pas, c'est une zone de transition importante entre les hautes terres, hein, pour aller, comme on le voit sur cette image, pour aller à Palpa, elle est ici, donc pour aller vers la Sierra, vers la montagne, et donc c'est un pôle important. On a aussi des sites Paracas, et donc Palpa connecte, donc là on a la Pampa où se trouve ce géoglyphe important de 6 km qui s'oriente vers Palpa, et donc ce sont des éléments qui connectent symboliquement ces territoires. Donc, je pense que les géoglyphes matérialisent donc des liens et des éléments d'articulation entre les constructions et le paysage sacré, c'est-à-dire entre les différents segments du territoire, ce qui nous permet d'affirmer que les échanges politiques, économiques et symboliques ont articulé les différents segments du territoire d'Animas, que ce soit à un niveau de la vallée d'Ica, entre ces bassins, Okukaré, Kayango, Samaka, ou d'autres territoires tels que Palpa. On a ce géoglyphe, par exemple, qui est situé dans une zone qu'on appelle donc Oyohaya. Il présente donc un géoglyphe qu'on dit ou qu'on a caractérisé de Campo Barridos, non? Il est orienté est-ouest et selon les agriculteurs aujourd'hui, quand on leur pose les questions, ils disent ce chemin mène à Palpa. Hein? Où ont été découverts d'autres établissements, bien sûr, Paracas. Il est intéressant donc de noter ici l'attribution implicite par les habitants de la direction d'un chemin qui ne connecte pas réellement et matériellement ces deux régions. Mais les gens, ils disent, oui, oui, c'est un géoglyphe et c'est ce chemin, il nous emmène bien à Palpa. Une autre interprétation qu'on pourrait, ou une autre hypothèse qu'on pourrait présenter, c'est, on pense que ces nouvelles données s'orientent aussi vers la lecture d'un territoire symboliquement bipartite, c'est-à-dire un territoire côte et sierra, c'est-à-dire côte et montagne. Dans le cas, bien sûr, de la basse vallée d'Ica. Donc pour les Nazca, c'est une autre histoire. Donc situé dans une zone de transition qui relie le territoire d'Animas à celui de la vallée de Palpa, un autre pôle Paracas, et chemin naturel vers la Sierra, la dimension symbolique du géoglyphe le plus important, c'est-à-dire celui de Lomo Largo, hein, s'orienterait vers la Sierra, en opposition avec le territoire de Cerro Brujas, orienté vers le littoral. Donc cette façon d'organiser l'espace correspond à une vision du monde, à un aspect de la pensée andine. On a toujours un côté donc féminin masculin, côte, sierra, etc. Donc un principe qui ordonne donc le temps, le cosmos et la société, et qui a largement été abordé par les anthropologues et les historiens andins, et que l'on peut, dans le cas de l'archéologie, appréhender dans le cas de l'organisation du territoire. Donc les géoglyphes fonctionnent aussi comme des marqueurs territoriaux. On s'approprie des lieux en les balisant avec des figures, des lignes, en effectuant bien sûr des rituels et des cérémonies. Donc l'élite Paracas légitime son pouvoir sur un territoire qu'elle exploite aussi économiquement, comme on a pu le voir donc dans les images précédentes et sur cette image-là. Il ne faut pas oublier donc que ces collines abritent des ressources importantes, de l'argile, des pigments minéraux, qui ont permis donc le développement d'une architecture essentiellement en argile et d'une fabrication donc de céramique d'une grande variété technologique et stylistique. Donc les pampas aussi tracés de ces géoglyphes se transforment lors de ces processions, de ces cérémonies et de ces rituels donc festifs
ont des lieux rassemblant divers groupes qui sont dispersés dans les établissements de ces vallées. Donc ce sont aussi des lieux de cohésion sociale. Et je finirai avec cette image. Il existe encore aujourd'hui des communautés aymara, comme les Sabayas en Bolivie, qui effectuent donc des cérémonies en haut de leur Apu, une montagne sacrée, dont les participants empruntent un chemin qui relie cette montagne sacrée des communautés Sabaya à leur village. Pourquoi j'insiste sur cette hypothèse qui est que les géoglyphes sont des connecteurs de segments de territoires ou des territoires qui nous paraissent à premier abord dispersés parce qu'on a tendance souvent à caractériser, à définir ces sociétés, que ce soit par exemple Paracas ou Nazca, de sociétés de chefferies dispersées dans les différentes vallées, qui excellent dans la fabrication de céramique et des textiles. Et on ne parle pas de la complexité, enfin, je dirais pas un État, mais bon, on va parler d'État, on n'a pas de définition exacte, ce sont des États andins, organisés de cette façon-là. Donc, ces géoglyphes ont un rôle important dans la cohésion sociale, politique, et aussi ils ont un rôle pour légitimer un pouvoir. Donc, ils sont tracés là pour légitimer un pouvoir sur un territoire. Un territoire, bien sûr, on va faire des cérémonies, des rituels, mais aussi économiquement, qui est très important. Donc, il y a un côté religieux, rituel, mais aussi un côté politique, économique et donc fonctionnel. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, les archéologues ne travaillent pas seuls. Donc, bien sûr, les géoglyphes, nos géoglyphes ont été prospectés avec des archéologues péruviens. Donc, on a César Bautista, Oscar Daniel Llanos et Hernán Hurtado. Et bien sûr, pour tout ce qui est cartes, par exemple, les cartes ont été élaborées avec la plateforme du GIS de l'EHESS, Éric Mermet et Benoît Pandolfi. Je vous remercie pour votre attention. Une demi-heure. Parfait. Et on avait un petit peu de retard, on va pas rattraper, mais c'est pas grave du tout. Sur ces civilisations, on a entendu parler des Nazca, des Paracas. On a vu qu'il y a une belle complémentarité. On a fait plein de choses. Merci encore. Ces mecs qui ont des... Vous voulez le microphone? Une question. L'aspect un peu aride de sur les photos. Est-ce que c'était le cas dans le passé? Parce que lorsque vous parlez de production de céramique, il faudra bien avoir du combustible. Et je posais la question si ces représentations, ces chemins qu'on voit actuellement avec cet aspect aride, est-ce qu'avec la végétation qui pouvait exister, est-ce que ce ne serait pas quelque chose de masqué, qui n'est pas forcément accessible comme on peut le voir aujourd'hui? En fait, oui, c'est un désert, mais il ne faut pas oublier que ces déserts sont traversés par des rios, ce qu'on appelle des rios, des rivières, des fleuves. Et il y a donc ces fleuves-là, on a la vallée, on a les vallées qui sont vraiment très fertiles. Et c'est ça, en fait, on s'installe, les sites archéologiques sont le plus proches de la vallée, un petit peu éloignés donc des fleuves et des rios pour laisser la place justement pour cette activité agricole. Et puis on s'installe justement en bordure de ces vallées. Et par contre, les pampas aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles étaient plus verdoyantes ou qu'il y avait de végétation dans les pampas. C'est vraiment limité justement dans ces vallées oasis. Mais justement ces territoires que je disais, on a tendance à croire que c'est désert, il n'y a rien, mais vous voyez, il y a des collines avec des minerais qu'on va exploiter et ces vallées, bien sûr. Et puis, il y a aussi une autre activité importante qui est la pêche, parce qu'on n'est pas très loin de l'océan Pacifique. On est à une trentaine de kilomètres par rapport au site qu'on a fouillé.
Merci. Oui, c'est vrai que ça pose des questions sur les climats avant-après et aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce qu'effectivement les combustibles étaient bien présents? Oui, bien sûr. Alors, pour le combustible, on a beaucoup utilisé ce qu'on appelle le warango. Donc, c'est un arbre endémique propre à cette région-là. Il y a même des travaux, par exemple, David Beresford, qui est donc un collègue, un archéologue anglais qui a travaillé sur ces questions-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on utilise donc le bois de cet arbre pour construire, pour le combustible. Donc on a utilisé cet arbre-là, qui était très présent à cette époque-là, évidemment, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Une petite question, ça. J'ai une petite question, merci. Je voulais savoir, parce que les photos donc on a vues pour ces lignes sont souvent prises donc, depuis le sol. Est-ce que la technologie de Luis Ramón Castillo ici présent peut être On a l'intention de travailler ensemble, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai que la technique là utilisée, c'était entre donc les prospections, entre 2014 et 2019. En 2018, on a commencé à travailler justement, enregistrer, documenter la fouille avec un drone, mais vraiment toute la fouille. Et ça, c'est très intéressant, c'est beaucoup plus précis, etc. Mais c'est vrai que pour les prospections, on n'a pas encore utilisé cette technologie. C'était des prospections à pied, pédestres, et aussi avec un GPS. Et par contre, on a utilisé la plateforme de l'EHESS avec des spécialistes pour bien, vraiment, par exemple, pour travailler sur l'orientation, l'emplacement exact des sites et aussi la connexion de ces géoglyphes par rapport à certaines montagnes et par rapport au site Paracas. Et vraiment, ils s'orientent tous vers, soit, en fait, il y a une double orientation, ils relient, par exemple, une waka, une montagne sacrée, à un cimetière, une montagne sacrée, à un site archéologique, etc. Donc c'est pour cette raison que je parle, l'hypothèse que j'ai présentée, c'est vraiment cette idée de connecter des éléments et des segments de territoire, qu'ils soient construits ou qu'ils soient, ou qu'ils fassent partie de la géographie sacrée du territoire de Animas. Et je pense qu'un centre politico-religieux ou une ancienne ville andine ne se limite pas, son territoire ne se limite pas à la partie construite. C'est vraiment un territoire beaucoup plus large. Par exemple, Animas peut avoir ce qu'on appelle des sites satellites et au niveau du bassin de Kayango, il peut avoir aussi au niveau d'un autre bassin qui est plus au nord de Okukaré ou de Samaka, et même peut-être, ça a une relation vraiment directe avec les sites Paracas de Palpa. Parce que, alors j'ai posé la question à Luis Ramón avant la conférence, mais du coup, parce que donc là, dans ton cas, on voit beaucoup de lignes, et il y a peut-être cette question de territorialité. Par contre, on va dire les lignes figuratives qu'on a vues en fait dans la conférence de Luis Ramón représentent, il y a cette chose qui est assez intéressante, qui est cette hétérogénéité de style, qui est peu particulière parce que dès qu'on parle de Nazca ou bien de Mochica, etc., on a des choses très précises en tête. Là, c'est pas le cas. Donc, je voulais savoir. C'est une idée un petit peu comme ça, mais je voulais demander si les momies Nazca ou bien Paracas étaient tatouées aussi, et si les tatouages représentent ou on retrouve en fait des motifs similaires sur la peau. En ce qui concerne le site qu'on a fouillé, on n'a pas encore eu la chance de fouiller ou d'avoir des momies tatouées. Mais par contre, si tu te réfères aux momies, au fardeau Paracas de la péninsule de Paracas, qui est plutôt Paracas Nécropolis, on est plus au même moment en parallèle avec Nazca, parce que là aussi c'est une discussion un peu entre les spécialistes. Donc le site qu'on a fouillé, nous, c'est plutôt Paracas Cavernas. C'est plus ancien que les fardeaux Paracas Nécropolis, qui sont pour moi, au vu de leur tissu, la céramique elle est différente, mais au vu de l'iconographie de leur tissu, ils sont plutôt Nazca.
que Paracas. On a des momies tatouées comme ça. Mais bon, les tatouages sont vraiment limités par rapport à ce qu'on trouve dans le nord. C'est des formes géométriques. C'est vrai que ce qu'on a, nous, comme géoglyphe, on n'a pas de figure. À part cette figure que j'ai montrée, que c'est plutôt une construction, plutôt un abri qu'une figure, comme on a vu pour ce qu'on trouve par exemple sur Lipata, sur le Cerro Lipata, etc. Donc on n'a pas vraiment d'éléments qui rappellent les éléments qu'on retrouve sur les textiles. Par contre, les géoglyphes qui ont été découverts et documentés par mon collègue Robin Garcia, on a des têtes. On a des représentations de têtes, des représentations de félins qu'on retrouve sur nos textiles à Animas. Et pas sur la peau. Pas sur la peau. Enfin, jusqu'à présent. Ouais. Voilà. Il faut dire aussi que notre site a été vraiment pillé et il n'y a que récemment qu'on arrive vraiment à avoir des contextes plus ou moins... en contexte, qui n'ont pas été pillés, etc. Voilà. Merci. Oui, Sam, puisque tu m'as volé la question de la technologie des drones, de la photogrammétrie, mais Aïcha, oui, c'est prévu, par exemple, moi je m'intéresse à la section basse de la Valedica parce que c'est un pôle Paracas important qui est vraiment en connexion avec un autre pôle à Palpa où travaillent mes collègues Johnny Isla, Marcus Reindel et d'autres archéologues. Mais oui, ce serait intéressant de revoir ou de faire une prospection avec un drone. Et je ne sais pas si nos collègues japonais voudraient bien nous prêter aussi leur technologie. Hein? Non? Leur technologie de l'apprentissage profond, du deep learning. Alors moi, je suis un petit peu comme Lousramé, je ne crois pas trop à l'intelligence artificielle, tout ça, c'est question de vocabulaire. Oui, là, il n'y a pas d'intelligence artificielle, je suis désolée, la présentation est simple, c'est très manuel. Elle nous plaît beaucoup, mais c'est intéressant aussi de se rendre compte que quand on apprend à une machine des choses que l'humain sait, il est capable de nous faire des propositions sur lesquelles le scientifique peut réagir, et ça aussi, ça fait partie donc justement des travaux de ce collègue japonais. Non, mais documenter avec un drone, c'est essentiel aujourd'hui. Absolument. Voilà, et pour revenir sur une autre question, ça peut simplement qui rejoint la communication de Sam au début, c'est-à-dire sur les matières premières, les couleurs en particulier. Je sais que tu t'intéresses notamment à la céramique, mais tout ce qui est décor peint, il n'y a pas que la céramique, il y a aussi les textiles. Et je crois que là, il y a peut-être d'autres questions qui pourraient être sur une vision un peu générale, de tout ce qui se passe sur le Pérou actuel, mais pas que, puisque les questions de polychromie, on les retrouve dans de très nombreux espaces et à travers les périodes. Et finalement, des études comparées, comme l'a évoqué Sam tout à l'heure sur les temples, pourraient être aussi intéressantes non pas que sur le nord, mais également sur le sud du pays, voire vers le Chili. Et c'est le lien avec la communication qu'on aura cet après-midi. Oui. Malheureusement, nos frises ne sont pas... On a des éléments, mais elles ne sont pas aussi polychromes que celles qu'on retrouve dans le nord du Pérou. Mais on a des éléments intéressants. C'est donc plein de projets qui nous amèneront à certainement continuer à travailler ensemble. Merci à tous. On peut clore la matinée si vous en êtes d'accord.